Le secrétaire d'État américain a reçu la ministre kenyane des Affaires étrangères au département d'État, Anthony Blinken, a salué les relations américano-kenyanes. Les funérailles de Jovenel Moïse, le président haïtien assassiné, auront lieu le 23 juillet prochain. La veuve est de retour dans son pays depuis samedi pour les obsèques. Le président Bachar el-Assad a prêté serment pour un septennat après sa réélection en mai. Le dirigeant syrien avait obtenu 95,1% des voix lors de la récente élection présidentielle. Merci pour votre fidélité à SICA TV et bienvenue dans cette édition. Nous démarrons ce journal par la RDC, la République démocratique du Congo. Médecins sans frontières a appelé vendredi à apporter un soutien socio-économique aux victimes de violences sexuelles dans le pays. Selon un rapport publié par l'ONG, les besoins de ces victimes sont gigantesques. En 2020, près de 11 000 victimes de violences sexuelles, soit près de 30 par jour, ont été prises en charge par Médecins sans frontières dans 6 des 26 provinces de la RDC, selon ce rapport intitulé « Double peine ». À cause de leur agression, beaucoup de victimes, par peur de retourner travailler au champ ou au marché ou rejetées par leur communauté, s'enfoncent alors dans un cycle de pauvreté, mais peu de programmes de soutien économique sont disponibles pour leur venir en aide, d'après l'organisation humanitaire. Le rapport met en lumière les lacunes dans la prise en charge victimes des violences sexuelles en RDC, hommes et femmes, personnel médical, pas ou peu formés, indisponibilité de médicaments et traitements, soutien socio-économique et juridique aux survivants largement insuffisants. Les besoins immédiats et à long terme sont gigantesques, mais les approches et les financements qui permettraient d'y répondre font dramatiquement défaut, a déploré Juliette Séguin, chef de mission de MSF en RD Congo. En 2020, moins de 6% des financements internationaux demandés pour répondre aux besoins humanitaires en matière de santé en RDC ont été déboursés. À peine 18% des montants demandés en matière de protection des populations et de droits humains, a-t-elle indiqué, ajoutant que cette tendance se poursuit. En 2021, en RDC, les femmes et les filles constituent le groupe le plus affecté par le phénomène de violence sexuelle. En 2020, elles représentaient 98% des survivants pris en charge par Médecins sans frontières. Pendant la même période, 194 hommes et garçons ont témoigné avoir été soit forcés par des auteurs armés à violer des femmes, soit avoir subi des violences sexuelles commises par des femmes, selon l'ONG. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a reçu son homologue kenyan à Washington, alors que Rachel Omano remercie les États-Unis pour les dons de vaccins contre le Covid-19. Anthony Blinken rappelle que le gouvernement américain a un partenariat stratégique très important avec le Kenya. Je vous propose de les suivre pour plus de précisions. Nous avons un partenariat stratégique très important avec le Kenya. Nous travaillons ensemble à travers le continent et au-delà. D'ailleurs, lorsque vous étiez au Conseil de sécurité de l'ONU, nous travaillons sur des questions mondiales, sur des questions régionales. Nous avons beaucoup de choses à discuter. Et bien sûr, nous sommes très heureux d'avoir pu aider avec le Covid, avec les vaccins. Il y a 1,7 million de vaccins qui sont en route pour le Kenya. Nous travaillons ensemble sur de nombreuses questions, tant au niveau national que régional et local. Nous croyons tous deux aux mêmes principes, aux mêmes valeurs de la démocratie, à l'idée qu'il y a de l'espoir en chaque personne et que nous pouvons surmonter nos défis par la solidarité en travaillant ensemble et en allant de l'avant, en particulier après la COVID-19. Nous vous remercions pour le don de vaccins. Nous vous remercions d'avoir été à nos côtés tout au long de cette période difficile et d'avoir souligné qu'il y a encore de l'espoir et que tous les pays peuvent se reconstruire à mieux. Nous pouvons mieux reconstruire sur notre continent et nous pouvons le faire en partenariat avec nos amis. Les funérailles du président haïtien assassiné auront lieu le 23 juillet prochain. L'annonce a été faite par les autorités. Plus de précisions à travers cet élément. 9 jours après l'assassinat de Jovenel Moïse à son domicile par un commando armé,
Le gouvernement haïtien a annoncé que les obsèques du dirigeant auront lieu le 23 juillet prochain dans la ville de Cap-Haïtien. Les autorités haïtiennes ont fait cette annonce au moment où l'ancien chef d'État, Jean-Bertrand Aristide, était accueilli par ses partisans à Port-au-Prince après avoir subi un traitement médical à Cuba. Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre par intérim Claude Joseph a précisé que l'épouse de Jovenel Moïse, blessée pendant l'attaque et hospitalisée à Miami, devrait rentrer en Haïti pour assister aux funérailles. Mais en attendant, des femmes de la communauté haïtienne se sont rassemblées devant l'hôpital de Miami, où la première dame est soignée pour prier pour elle. Je suis ici avec mes sœurs et mes frères parce que notre pays souffre, parce que notre première dame est dans un lit d'hôpital. Notre première dame d'Haïti a été blessée, presque assassinée, alors nous venons ici pour lui dire que nous sommes solidaires, que nous l'aimons et que nous lui donnons notre force. La police haïtienne a arrêté une vingtaine de personnes, dont plusieurs anciens militaires colombiens accusés d'avoir fait partie du commando venu tuer Jovenel Moïse. Mais d'importantes zones d'ombre subsistent dans l'enquête. La police colombienne, qui mène aussi une enquête, a affirmé vendredi qu'un ancien fonctionnaire haïtien du ministère de la Justice, Joseph Félix Badio, avait donné l'ordre à 2 des mercenaires colombiens d'assassiner le président. Et puis toujours concernant Haïti, Martine Moïse, la veuve, est rentrée ce samedi à Port-au-Prince afin d'assister aux funérailles de son mari. Arrivée à bord d'un avion privé, le bras en écharpe, gilet pare-balles sur ses vêtements, Martine Moïse a été accueillie par le Premier ministre par intérim, Claude Joseph. En Syrie, le président Bachar el-Assad a prêté serment ce samedi pour un 4e septennat. C'était lors d'une cérémonie au palais présidentiel à Damas. Après avoir remporté le scrutin du 26 mai dernier avec 95,1% des voix, une victoire largement critiquée par l'Occident et l'opposition syrienne, le président Bachar el-Assad a prêté serment ce samedi pour un 4e septennat. Au pouvoir depuis 2000, il a prêté serment sur la Constitution et le Coran en présence de plus de 600 invités, parmi lesquels des ministres, hommes d'affaires, universitaires et journalistes. L'élection présidentielle a prouvé la force de la légitimité populaire conférée par le peuple à l'État et a discrédité les déclarations des responsables occidentaux sur la légitimité de l'État, de la Constitution et de la patrie, a déclaré Bachar Assad en entamant son discours d'investiture. Je réitère une fois de plus mon appel à tous ceux qui ont été trompés et qui ont parié sur l'effondrement de l'État à retourner dans le giron de la patrie, a-t-il ajouté, à l'adresse notamment des opposants. Je dis à chacun d'eux, tu es exploité par les ennemis de ton pays et la révolution avec laquelle ils t'ont trompé est une illusion, a-t-il renchéri. Pendant plus de 10 ans de guerre, nos préoccupations étaient multiples et la sécurité et la peur dominaient, mais aujourd'hui, il s'agit surtout de libérer ce qui reste du territoire et de faire face aux répercussions économiques de la guerre, a affirmé par ailleurs Bachar Assad. La Syrie, tout comme Bachar Assad lui-même, est la cible de sanctions internationales et les besoins pour la reconstruction sont titanesques, nés de la répression de manifestations pro-démocratie. La guerre en Syrie a fait près de 500 000 morts et déplacé et exilé plusieurs millions de personnes. Toujours ce samedi, à quelques jours du début des Jeux Olympiques de Tokyo, les organisateurs ont annoncé un premier cas de Covid-19. Ce cas a été recensé au sein du village olympique. À moins d'une semaine de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, les organisateurs ont annoncé ce samedi un premier cas de Covid-19 recensé au sein du village olympique. Mais ils n'ont pas précisé s'il s'agit d'un sportif ou d'un membre de l'encadrement, ni de quelle délégation la personne provient. Les organisateurs se sont voulus rassurants quant à l'efficacité des mesures drastiques employées pour juguler toute transmission du virus. Il a été confirmé qu'une personne a été testée positive au village olympique pour la première fois. Le test PCR a été effectué et cette personne est confinée à l'hôtel.
Nous avons échangé avec le Comité international olympique au sujet des informations que nous pouvions délivrer. Le CIO a conclu que si nous donnions le nom du pays, cette personne serait très probablement identifiée. Cela pose bien entendu des questions de respect de la vie privée. Les Jeux olympiques de Tokyo, prévus du 23 au 8 août, ont été reportés d'une année en raison de la pandémie et de strictes mesures sanitaires ont été mises en place au Japon afin que le rendez-vous planétaire puisse se tenir. La quasi-totalité des épreuves des Jeux olympiques se dérouleront à huis clos et les dizaines de milliers de participants, des sportifs aux officiels, en passant par les journalistes venant de l'étranger, sont soumis à des restrictions draconiennes en raison des risques sanitaires. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur SICA TV.